Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. 97 jours nous séparent de la date fatidique, comme j'ai l'habitude de le dire, du 20 décembre 2023, la date à laquelle tous les Congolais doivent se rendre aux urnes. C'est vrai, évidemment, ceux qui se sont enrôlés, ils doivent se rendre aux urnes pour élire un nouveau président et des nouveaux représentants du peuple à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciaux. C'est pratiquement dans 97 jours, c'est vrai, l'électorat de la présidentielle a été lancé, les dépôts de candidature se font déjà. Le week-end dernier, nous avons assisté au dépôt de candidature d'Augustin Matata Ponyo, de Constant Moutamba et Rex Kazadi qui se sont prononcés officiellement. Certaines candidatures sont encore en train d'être formulées, formatées dans les quartiers généraux de partis politiques. Mais du moins, la machine ou le train est lancé et tout le monde ou tous les quartiers généraux de partis politiques se mettent au four et au moulin pour essayer de faire quelque chose afin de briguer soit un siège à la députation provinciale ou des sièges à la députation nationale et pourquoi pas briguer la magistrature suprême qui est la présidence de la République. C'est autour de ces élections que nous allons nous entretenir, allais-je dire, avec mon invité qui est un analyste politique, un habitué de ce plateau. Il s'appelle Monsieur Dani Chamala. Nous allons nous entretenir avec lui. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons évoquer la condamnation de Jean-Marc Kabound. Les réquisitoires du ministère public sollicitaient 3 ans de prison ferme, mais les juges ont décidé, vu la gravité des faits, les juges ont décidé de le condamner à 84 mois de prison, soit 7 ans de prison ferme. Dans son quartier général, on crie à une manière de l'exclure du processus électoral. Aujourd'hui, dans son fief à Kingaboua, il y a eu ce qu'il y a eu, mais du moins nous confirmons que la ville est calme à l'heure où nous tournons cette émission. Mais en dehors de ça, nous allons aussi parler de ces vidéos qui font la tollée sur la toile. Les kidnappeurs qui ont été arrêtés, condamnés, aujourd'hui, sur la toile, ils nous font savoir que ceux dont ils ont été arrêtés, ces forfaits ne sont pas ce qui a fait qu'ils soient arrêtés, parce qu'il y a, selon eux, il y a des commanditaires derrière tout ça et les commanditaires sont libres et ils sont en prison. Ils ont cité des dignitaires, des officiers supérieurs de la police. Tout ça, nous allons essayer d'en parler avec notre invité à qui je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oh, je vais très bien et surtout que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, nous vous souhaitons joyeux anniversaire sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On aurait dû avoir un gâteau pour souffler. Oui. Ça viendra. Ça viendra toujours, oui. Ça viendra. Je voulais juste compléter la présentation. Oui. Pour dire que je suis aussi candidat président de la République. Candidat président de la République. 160 millions de francs congolais. Ouais. Qui équivaut à 65 000 $. Je vais payer. Maître, bon, en fait, c'est pour montrer la grandeur de la République démocratique du Congo. La caution de 65 000, ça ne représente absolument rien. Mais les intérêts, comme le président de la République l'a toujours dit, que le salut du peuple est la loi suprême. Donc moi je dis que le salut du peuple est l'intérêt suprême. S'il faut payer $1 million pour le salut du peuple, il faut le faire. Nous attendons, nous sommes à 25 jours de la clôture des dépôts de candidature. Espérons que nous serons là pour vous accompagner le jour du dépôt. La presse sera mobilisée pour m'accompagner et puis déposer ma candidature. Voilà. Dossier kidnapping. En tant que Congolais, analyste politique, mais homme de droit, je veux savoir, ou nous voulons savoir, parce que je réfléchis déjà sur ça, ça fait pratiquement 1 semaine ou 10 jours. Ces kidnappeurs arrêtés en prison utilisent des téléphones. Déjà la première question, est-ce permis à un prisonnier d'utiliser un téléphone en prison? Oui, monsieur le journaliste, nous devons réfléchir sur ce point-là, apporter des réponses qui ne peuvent pas créer la confusion dans les têtes des Congolais. Je veux vous dire que
même dans des États plus développés que les nôtres, en prison, il y a des téléphones. Okay. Et ces téléphones sont gérés par les dirigeants des prisons pour permettre à ce que ces gens-là puissent entrer en contact avec leurs familles, puissent entrer en contact avec leurs avocats. Et ils sont condamnés, ils n'ont pas la liberté telle que nous l'avons, mais du moins, ils ont leurs droits et leurs devoirs aussi. Alors, ce qui est de notre pays, c'est que au moment où les législateurs congolais avaient légiféré sur ce qui est de la prison ou la privation de la liberté de certains Congolais qui sont en marche de la loi, je crois qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone en République démocratique du Congo. Il est question maintenant à ce que les législateurs, qui est le Parlement actuel, puissent se pencher sur cette question et résoudre ça une fois pour toutes. Parce que je ne vois pas aujourd'hui sur quelle base juridique vous allez reprocher à ces jeunes gens d'avoir des téléphones aussi longtemps que cela. Aucune loi ne l'interdit. Vous comprenez un peu? Aucune loi ne l'interdit clairement qu'ils ne peuvent pas détenir des téléphones. Tout ça, ce sont des faiblesses de notre législation que les députés doivent travailler sur ça pour éviter à ce que nous puissions tomber dans des cas où vous trouvez que ça crée de l'insécurité, ça crée des problèmes dans la société, mais faute de loi, faute de la législation adéquate, nous ne pouvons pas faire autrement, nous ne pouvons que subir les conséquences de ce qui arrive. C'est vrai qu'ils ont déjà été condamnés, mais les vidéos qu'ils font, qu'ils mettent sur la toile, ils brandissent, selon eux, certaines preuves, disant que si nous sommes en prison, c'est parce qu'il y a de ces autorités qui ont voulu masquer la vérité de ce qui s'est passé. Ils ont cité même, un a cité, il s'agit de Big Boy, qui a cité un officier supérieur de la police, qui dit vrai, qui dit faux, mais nous restons dans cette logique-là de c'est que ces criminels, parce que moi je les appelle criminels, disent de ces autorités. Alors, à ce jour, est-ce que l'État ou le ministère public ne peut plus se saisir ou ne peut pas se saisir de ces témoignages qu'ils font pour la réouverture d'un autre dossier? Messieurs les journalistes, lorsque vous étiez en train de composer votre question, dans ma tête, il m'est arrivé de penser au procès du fait honorable Daniel Botetti. Lorsque le fait honorable Daniel Botetti a été assassiné oui, dans la ville-province de Kinshasa, il y a un procès qui a été organisé. Il y a des gens qui ont été arrêtés, amenés à Makala, qui étaient auditionnés par le ministère public et tout ça, mais lors de l'instruction du dossier et tout ça, il y a eu des noms qui ont été cités. Entre autres, ils ont cité même le gouverneur de la ville. Mais vous allez constater qu'au fur et à mesure que le procès a évolué, ceux qui avaient cité le gouverneur de la ville n'étaient même pas en mesure de soutenir leurs propres déclarations. Vous comprenez? Oui. Par là, je vais dire quoi? Je vais dire que nos frères là qui étaient arrêtés, ils ont été arrêtés parce qu'on les reprochait de certaines choses. On les a amenés devant l'OPJ, l'OPJ les a verbalisés, et celui-ci ne s'est pas limité là, il les a acheminés auprès du ministère public. Le ministère public a réauditionné. Et quand vous arrivez devant le ministère public, la première des questions, c'est toujours de savoir si vous confirmez vos déclarations faites devant l'OPJ. Si les déclarations que vous avez faites devant l'OPJ ne sont pas correctes ou il y a des choses à corriger, vous corrigez au niveau du ministère public. Et maintenant, le ministère public prend ces PV-là ou vos déclarations, il trouve que les infractions qui vous sont reprochées et pendant la période à laquelle ces infractions ont été commises, c'est une période qui donne droit ou qui donne la voie à ce qui est une procédure de flagrance, il vous transfère devant le juge. Okay. Les juges commencent à instruire ces affaires et il y a une instruction, on dirait comme si on recommençait à zéro.
on vous pose des questions par rapport à votre présence devant le tribunal, on vous identifie d'abord, et là, on est en train de vérifier sur les PV de l'OPJ et du ministère public pour savoir si c'est vraiment vous qui êtes devant le juge. Et aussi, on va vous dire pourquoi vous êtes devant les juges. On vous dit que non, vous êtes ici parce que le ministère public vous reproche tel fait, tel fait, tel fait, tel fait. Reconnaissez-vous ces faits-là. Si vous ne reconnaissez pas ces faits, vous dites non, monsieur le juge, tout ce qu'on a écrit là, je ne connais pas ça. Je ne reconnais pas. Et là, le juge va prendre une autre position par rapport à ça et voir comment faire les choses. Mais ces jeunes gens, ou nos frères là, et sœurs, sont arrivés devant l'OPJ. Ils ont déclaré. Devant le ministère public, ils ont déclaré. Devant le juge, ils ont déclaré. L'instruction a eu lieu. Et ce qui est aussi important dans tout ça, ils étaient assistés par leurs avocats. Vous comprenez un peu? Ils étaient assistés par leurs avocats. Si peut-être que devant l'OPJ ou devant le ministère public, ils n'ont pas pu dire la vérité ou citer les noms de ces autorités, du moins lorsqu'ils ont parlé avec leur conseil, ils pouvaient citer ces autorités-là devant les juges pour que ces autorités soient aussi interpellées et qu'ils puissent se justifier en ce moment-là. Mais maintenant, après avoir plaidé l'affaire, le juge a pris l'affaire en délibéré, il a clôturé le débat et il s'est retiré. Il a rendu sa décision, les condamnant pour ces faits-là. Au moment où le juge a condamné, il est dessaisi de ces faits-là. Vous comprenez? Il est dessaisi de ces faits. Et ce qui se fait en dehors de ce que le juge devrait faire, ce n'est que les bruits comme d'autres bruits du marché, des gens qui chuchotent à gauche, à droite. Ça n'engage pas le juge qui avait rendu cette décision. Parce que pour le moment, le juge est déjà dessaisi. Néanmoins, le ministère public peut se saisir de cette question s'il estime qu'il y a des indices sérieux ou il y a des révélations graves dans cette affaire-là. Le ministère public peut ouvrir un autre dossier, enquêter sur ce fait-là pour établir un peu la lumière par rapport à ça. Mais ce que je dis aussi, c'est que comme ces jeunes gens sont allés en appel, ils ont encore la chance de donner ces révélations auprès du juge d'appel qui va apprécier de l'opportunité et de la véracité de leurs déclarations. En ce moment-là, il va prendre une décision. Si cette décision ira dans le sens de les acquitter, voilà. Et si ça ira dans le sens d'inculper même ceux qui n'étaient pas appelés au premier degré, il va le faire. Il appartient au juge d'apprécier. Mais pour le moment, le juge ne peut pas de lui-même se saisir encore de cette question-là. Voilà. Nous prenons le cas Kabound. Le réquisitoire du ministère public a demandé 3 ans. Aujourd'hui, il est condamné à 7 ans. Du côté du camp Kabound, on crie à une manière de l'écarter du processus électoral parce qu'ils sous-entendent que c'est le challenger le plus sérieux qui peut battre le président de la République. Hier, dans notre journal, nous avons eu un de ces cadres par duplex. Il nous a confirmé que sa condamnation de 7 ans est une façon pour le régime de le mettre hors la course. Ce matin, ces militants ont manifesté, mais ce n'était pas si grave que ça. Mais ils ont manifesté leur mécontentement. À ce jour, est-ce que vous partagez cet avis de ceux qui pensent que Jean-Marc Kabound faisait partie des challengers de premier rang du président de la République? Monsieur les journalistes, heureusement que nous sommes sur ce plateau dans une émission politique qui traite des questions politiques. Mais n'empêche que nous puissions jeter un coup d'œil du côté de droit pour essayer un peu de faire comprendre aux Congolais exactement ce qui se passe avec le dossier Jean-Marc Kabound. Comme les juges se sont déjà prononcés, je crois que je peux quand même dire quelque chose là-dessus. Le dossier Jean-Marc Kabound a commencé au moment où la CENI n'avait même pas encore commencé à enrôler les électeurs. Si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que la justice avait prophétisé que Kabound sera candidat président ou comment? Je ne comprends pas. Je vais d'abord commencer par dire ceci.
le ministère public, lorsqu'il instruit sur un dossier, il n'a pas le pouvoir de décision. Il instruit, il recherche les infractions. Lorsqu'il réunit les preuves, il amène auprès du juge. C'est le juge qui a le pouvoir de dire les droits. Dire que les éléments que le ministère public m'a amenés sont constitutifs effectivement d'une infraction. Et pour cette infraction, la personne doit écoper 1 année, 2 ans ou 3 ans ou plus de servitude pénale. Mais dans les réquisitoires du ministère public, il lui est reconnu le pouvoir de postuler à une sanction ou à des peines par lui estimées donc convenables par rapport au fait qu'il lui a retenu comme infractionnel. Mais seulement au juge, de par la loi, il a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir discrétionnel. Ce pouvoir-là est reconnu seulement au juge. Les avocats peuvent plaider l'affaire. Ils disent au juge que non, voilà, nous avons trouvé que le dossier Jean-Marc Abound est vide, il n'y a pas de preuves, nous demandons son acquittement pur et simple. Ça, ce sont des avocats de la partie Jean-Marc Abound. Le ministère public qui avait mis l'action en mouvement va dire à la cour ou au juge que non, voilà, par rapport au fait, je demande à ce que vous puissiez condamner monsieur ou l'honorable Jean-Marc Abound à une peine de 3 ans de servitude pénale. Maintenant, et les avocats de la République, et les avocats de Jean-Marc Abound, y compris le ministère public, tout le monde est dessaisi de l'affaire, et il reste maintenant le devoir des juges. De décider. Les juges vont maintenant se retirer, ils vont examiner les plaidoiries des parties, examiner les réquisitoires du ministère public, confronter aux pièces qui sont dans les dossiers, et dans leur souveraineté, dans leur pouvoir discrétionnaire là, ils vont maintenant dire que non, le ministère public a demandé autant, les parties ont dit ceci, mais quant à nous, les juges, parce que si vous lisez dans cet arrêt-là, vous verrez, on va vous dire, quant à la cour, c'est-à-dire après avoir examiné toutes les préoccupations des parties, voilà ce que la cour a trouvé. Il commence à vous dire, quant à la cour, voilà ce que nous avons trouvé. Mais à cause de ce que nous avons trouvé ici, Jean-Marc Abound ne peut pas être condamné à 3 ans. Vous comprenez? Oui. Il doit être condamné à 7 ans. Je justifie les 7 ans de Jean-Marc Abound par le fait que lorsque le juge prend cette affaire, il examine le fait tel que se sont passés, il voit les pièces en présence, le juge tient compte de plusieurs facteurs. Vous comprenez? Oui. Le juge tient compte de plusieurs facteurs. Le juge tient compte de la personnalité de l'inculpé. Il trouve et dit, est-ce que c'est une personne qui a déjà été condamnée ou pas? Est-ce que c'est une personne qui s'est toujours comportée devant la justice comme quelqu'un qui est respectueux de la loi? Est-ce que l'infraction ou les faits par lui commis, qu'est-ce que ces faits-là ont comme impact dans la société? Vous comprenez? Mais ici, comprenez que le fait pour lequel M. Jean-Marc Abound a été poursuivi, ou sont reprochés à M. Jean-Marc Abound, ce ne sont pas les faits de quelqu'un qui a donné un coup à un individu, à un passant. Ce sont des faits qui, au fait, peuvent soulever toute une nation. Peuvent soulever toute une nation. Lorsque vous dites que il y a les avions qui viennent tous les jours prendre des millions de dollars et amener dans les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux. Ces avions-là qui les amènent ici, et cet argent-là pour aller cacher dans des paradis fiscaux. Qui part pour cacher cet argent? Alors que vous savez ce que nous avons comme problème en République démocratique du Congo, les gens se plaignent, le salaire, les soldes de militaires, de policiers, et voilà, et tout ça, nous n'avons pas assez des infrastructures, et tout ça. Mais les gens se disent, mais nous manquons des infrastructures, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas quoi manger, voilà la vie chère et tout ça.
Mais eux mettent de l'argent dans des jets privés pour aller cacher à l'extérieur. La population peut se soulever. Maintenant que cette population peut se soulever, vous savez ce que ça peut créer? Quand il y a soulèvement, il y a des morts d'hommes. Parce que quand ils vont se soulever, la police et l'armée, la garde républicaine, ils vont chercher à maîtriser pour calmer la situation. On va parler de carnage. Le carnage là est créé par quoi? Par les propos tenus, pas par n'importe qui, par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire un responsable politique. Ce qui sort de sa bouche doit être grave. Maintenant, il faut arriver à démontrer ce que vous avez dit là devant le juge. Mais le juge trouve que vous n'avez pas démontré ces histoires-là. Vous n'avez pas démontré. Vous n'avez même pas donné le numéro de matriculation de l'avion qui avait amené 10 000 $ en Europe. Le juge va faire quoi? Et aussi, vous arrivez devant ces mêmes juges-là. Lorsque vous commencez votre plaidoirie, vous dites que non, ce que j'ai dit ici, Tshisekedi l'avait dit aussi. La comparaison n'est pas raison, il ne faut pas confondre les périodes ou les époques. Vous comprenez un peu? C'est sur base de ça que les juges se sont basés pour décider de lui accorder 7 ans au lieu de 3 ans réclamés par le ministère public. Le faire dans ce sens-là, les juges n'ont rien violé comme disposition de la loi et les juges ne s'intéressent même pas à ce que vous appelez élection et quoi que tout ça. Non. Et ils font leur travail. Les militaires font leur travail, les policiers ou les policiers font leur travail. Alors, les politiciens aussi font leur travail. Ce n'est pas question de dire que non, voilà, parce que candidat potentiel. Les candidats potentiels, moi je suis candidat. Moi, je suis candidat. Président de la République. Qui sait si moi, je suis le candidat potentiel? Voilà, merci beaucoup. Comme on parle de candidature, nous parlons déjà de ces opposants qui ont déposé leur candidature. À l'occurrence, Matata Ponyo, il y a Constant Mutamba, il y a Rex Kazadi. Plusieurs personnes ou plusieurs déclarations se sont faites depuis le samedi jusqu'à ce jour par rapport aux différentes déclarations. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. Matata a été hué par certains Congolais. On ne reste pas là, mais sa candidature a été déposée. Il y a certaines personnes qui sont revenues sur le tweet de Vincent Karega qui s'attaquait directement à Constant Mutamba, disant que ce n'est pas à lui de le demander de quitter le sol congolais. Certains sont revenus sur la posture de Rex Kazadi à une certaine époque combattant. Aujourd'hui, il vient pour postuler en République démocratique du Congo. Beaucoup de choses se sont dites et à ce jour, nous sommes à 97 jours des élections présidentielles. Vous pensez que toutes les revendications faites avant la lancée de l'électorat de la présidentielle, toutes ces revendications, nous pouvons les mettre de côté pour aller à la date que nous attendons tous, la date du 20 décembre 2023. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que vous avez cité les noms de mes collègues candidats présidents. Nous attendons vous accompagner ce jour-là. Oui, nous allons partir d'ici là. Qui ont déjà déposé leur candidature, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui prouve à suffisance qu'ils ont maintenant compris que tout ce qu'on parlait des revendications et autres n'était que des caprices des individus. Je vous dis sincèrement qu'il n'y a aucune revendication sérieuse qui peut empêcher à ce que la CENI puisse faire son travail. Parce que vous avez suivi, lorsque la CENI avait répondu aux prétendues revendications de l'opposition de l'Église catholique, de l'ECC et autres, l'Église catholique, la CENI avait dit qu'il y a des questions qui relèvent du gouvernement, il y a des questions qui relèvent de l'armée, il y a des questions qui relèvent de la police et des questions qui relèvent de la CENI. À ce qui concernait les questions qui relevaient de la CENI avait déjà répondu. C'était par rapport à l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà un cabinet qui avait audité le fichier électoral. Donc, c'est un point qui est déjà dépassé. Alors, aujourd'hui, ceux qui disaient que
il n'y aura pas élection, nous n'irons pas aux élections avec cette CENI, nous n'irons pas aux élections avec cette Cour constitutionnelle. Je le vois quand même revenir à la raison, ce qui est une bonne chose, et ce qui prouve à suffisance que les restes des choses n'étaient que des caprices des individus. Les élections auront bel et bien lieu. Je félicite ceux qui ont déjà déposé leur candidature, tout en vous disant que chaque candidature ou chacun de ces candidats mérite toujours à ce qu'il y ait quand même certaines critiques à son sujet. Mais du moins, nous nous réservons quand même les droits de vérifier la situation de tout un chacun, parce que les Congolais cette fois-ci ne voteront pas parce que vous avez dit que moi je suis candidat. Ils voteront parce que vous avez un programme, parce que vous avez un projet, et ils voteront aussi parce qu'ils ont vu quelques réalisations de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est sur base de tout ça qu'ils vont peut-être faire confiance à qui que ce soit. Comme il n'est pas encore le temps de faire campagne, alors nous nous réservons beaucoup plus de tabler sur le bilan et autres pour que quand le temps viendra, nous allons discuter là-dessus. À l'heure actuelle, Matata Mponyo qui a ses contentieux avec la Cour constitutionnelle, ça finira, de décisions finiront par tomber. Alors je voulais savoir, c'est vrai qu'il a déposé une candidature, et à la lire où vont les choses, si aujourd'hui il s'avérait qu'il soit condamné, ne pensez-vous pas que ça pourra encore entacher ce processus? Parce que à ce moment-là, ils les diront tout haut que ça a été fait pour écarter Matata de la course. Parce que déjà dès le départ, quand on a commencé à l'adresser des correspondances pour se présenter, il les disait déjà. Et à ce jour, il a déjà déposé sa candidature. Et si il s'avérait que il soit condamné par rapport à tout ce qu'on est en train de poursuivre derrière lui, par rapport à la fonction qu'il occupait en tant que Premier ministre. Si aujourd'hui la justice arrivait à la condamner, vous ne trouvez pas que le processus sera aussi entaché, surtout qu'il se plaigne déjà qu'on cherche à l'écarter de la course? Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que le processus ne peut jamais être entaché parce que la candidature de Matata est écartée du fait de sa condamnation. Si Matata est condamné et qu'il est disqualifié de la course, nous sommes là. Rex Kazadi est là. Il y a Martin Fayoulou qui est revenu à la raison, qui n'a pas encore déposé sa candidature, parce que hier nous avons eu un duplex avec l'un de ses cadres qui a dit qu'on devait s'apaiser. Fayoulou n'a pas encore déposé sa candidature. Oui, ce sont les rumeurs. Non, il va déposer. Nous connaissons Fayoulou, sa façon d'agir, parce que vous vous rappellerez, en 2018, il ne pouvait pas dire que je n'irai pas aux élections avec la machine à voler, puisqu'il appelait ça machine à voler. Oui. Mais pour finir, nous l'avons vu quand même aller avec la même machine à voler, et après il a commencé même à revendiquer la victoire avec une machine à voler. Donc c'est pas un problème. Martin Fayoulou est dans la course. Delis Sanga, vous savez qu'il est aussi candidat. Oui, et Constant Moutamba a aussi déjà déposé. Donc c'est-à-dire que l'absence de Matata dans le processus ne veut pas dire que le processus est entaché des irrégularités. C'est-à-dire que au moment où il sera en règle avec la loi de la République démocratique du Congo, il va toujours intégrer le processus, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le premier et le dernier processus que Matata va participer. Et je vais vous dire une chose. Oui. Dire que Matata ce procès est venu pour écarter Matata, je vais tout simplement vous rappeler que le dossier Matata Pogno a commencé alors que Matata est membre du PPRD. Il n'avait même pas encore créé un parti politique. La CENI n'avait même pas encore été mise en place. Et Matata ne s'était même pas encore prononcé comme moi ici pour dire que je suis candidat président. Comment on pouvait déjà commencer à imaginer un dossier contre Matata alors que au moment où lui était dans le PPRD, où les gens disaient que Matata c'est un bon gestionnaire, lorsqu'on a demandé à son président ou son autorité morale de PPRD de choisir un dauphin, il n'a pas choisi Matata. Il a choisi Chadari. C'est-à-dire que c'était le poids qu'on avait trouvé dans le PPRD qui pouvait faire face aux échéances électorales. On n'a pas choisi Matata.
Maintenant, comment on allait déjà savoir que Matata sera candidat président par un magistrat qui n'est pas politicien? Le dossier de Matata était au niveau du parquet. Le parquet était en train d'instruire. Alors que Matata était encore dans le PPRD. Quand il a appris l'existence de ce dossier-là, connaissant bien maintenant la réputation qu'avait le PPRD à cette époque-là, parce que vous savez, le PPRD, les gens l'avaient vomi un peu, parce que la gestion n'était pas du tout comme Matata le prétendait. Matata quitte le PPRD pour aller chercher où il pouvait trouver quand même un refuge. Qui pouvait l'accueillir? Tout le monde, personne ne pouvait accueillir Matata dans son parti ou dans son regroupement. Il est allé créer son propre parti politique. C'est alors qu'il a commencé à faire les bruits pour dire que non, parce que je suis opposant à Félix Tshisekedi. Je vous rappelle que le début du mandat du président Félix Tshisekedi, Matata était de l'union ce qu'ils avaient créé, c'était FCC-Cash. FCC-Cash. Matata était du FCC-Cash. Matata était dedans, dans le FCC-Cash, parce qu'il est du PPRD. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire... Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont des faux fouillards, des bruits inutiles pour dire que non, voilà, il y a ceci. On cherche à ce que l'on puisse se dédouaner derrière la politique pour éviter les sanctions de la justice. Non, vous avez commis des forfaits, vous avez enfreint les lois de la République, vous devez répondre devant la justice. Je prends l'exemple des États-Unis parce que j'aime bien parler des États-Unis. Je prends l'exemple des États-Unis. Donald Trump, le candidat, le rival de Joe Biden aux élections passées, il est encore son rival. Il est probable qu'il soit rival pour les élections à venir ici. Mais il est poursuivi par la justice. Vous avez suivi Trump aussi tenir le même discours que Matata. Dire que non, ce dossier c'est tout simplement pour m'écarter de la course. C'est-à-dire c'est déjà entendu. C'est ça, les politiciens font des choses comme ça. Alors que nous, tous ici, nous avons vu au travers le monde comment les gens escaladaient les murs lors de la publication des résultats aux États-Unis. Nous avons vu tout ce qui s'est passé là. Est-ce que pendant ce moment-là, Trump était candidat ou on avait déjà publié les résultats? On avait déjà publié les résultats des élections. Mais lorsqu'on commence à enquêter sur ce fait-là, il dit, c'est pour m'écarter de la course à la présidentielle. Non, tu as déjà briqué le mandat, on a vu ce que tu as fait, et maintenant, il y a une autre personne qui est là, laissez-lui travailler, réponds de tes actes devant la justice. Si tu es innocent, on va t'acquitter, et si tu es coupable, on va te condamner. La justice n'est pas faite que pour les pauvres ou pour les faibles. La justice est faite pour tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle l'état des droits. Les lois sont supérieures aux individus. Le train est déjà lancé, la balle lancée, nous sommes à 97 jours des élections. Il faudra-t-il encore à ce jour parler de la loi de Noël Tchani de père et de mère? Parce que on sous-entend déjà que nous sommes à quelques jours, déjà le 18 novembre ou le 19 novembre, c'est le début de la campagne électorale. Est-ce à ce jour, il faudra encore donner de l'intérêt à cette loi dite de père et de mère? Oui, messieurs les journalistes, j'avais dit, donc, je crois, dans des émissions passées, toujours avec vous, que nous ne devons pas empêcher aux Congolais de réfléchir et empêcher aux députés de faire leur travail. Oui. Comme cette loi Tchani a déjà été déposée par l'honorable Ntindi Pouloulou, c'est parmi les matières qui seront traitées à la dernière session qui va s'ouvrir demain. Oui, demain. Donc, je demande avec beaucoup plus de fermeté aux députés nationaux de vider les arriérés du travail qu'ils ont abattu pendant toute cette législature. Donc, c'est-à-dire sur leur calendrier, en dehors de ce qui sera discuté par rapport au budget pour l'année 2024, qu'ils puissent aussi examiner cette loi dite de père et de mère, dite loi Tchani, parce que la population congolaise attend entendre la suite réservée à cette loi-là. C'est pour dire quoi? La loi Tchani, même si aujourd'hui on ne discute pas sur cette loi, oui, c'est ça même la preuve que c'est une loi qui est impersonnelle. C'est une loi qui n'est pas taillée sur mesure. C'est une loi qui ne vise personne. C'est une loi qui vient tout simplement compléter les lois que nous avons déjà en République démocratique du Congo. Pour preuve, vous verrez que parmi les documents qu'on nous a exigés pour déposer
la candidature à la CENI, on nous demande le certificat de nationalité. Vous comprenez? Comment vous allez obtenir le certificat de nationalité si vous n'êtes pas congolais? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle loi. Ça vient tout simplement compléter les lois qui existent déjà en République démocratique du Congo. Si les députés sont conscients, et surtout qui sont déjà à la fin de leur mandature, ils doivent terminer avec les lois, les projets de loi qui ont été déjà déposés, avant d'aller commencer à battre campagne pour être réélu ou pas, pour ne pas être réélu. Parce que la plupart doivent laisser quand même quelque chose de bien aux Congolais, parce qu'on ne sait pas s'ils vont revenir ou pas. Vous comprenez? Même si vous n'avez pas été réélu, mais du moins, vous allez dire quand même à votre base que non, nous avons eu à voter la loi de père et de mère. Et cette loi-là, même si elle ne passe pas au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une loi qui est déjà passée dans la tête des Congolais. Aujourd'hui, vous entendrez tout le monde, même les bébés, vous dire la loi des pères et des mères. Donc, c'est déjà quelque chose qui est inclus dans la tête des Congolais. Même si cela n'est pas voté, cette loi n'est pas votée aujourd'hui, même la législature prochaine, cette loi sera toujours votée parce que les Congolais ont déjà accueilli avec beaucoup plus d'enthousiasme cette loi qui va nous éviter beaucoup plus de problèmes que nous sommes en train de décrier jour et nuit, infiltration et autres et tout ça, tout ça. C'est une loi salvatrice que j'invite les députés à aligner à l'ordre du jour lors de la rentrée parlementaire qui va s'ouvrir demain. En fait, moi, la crainte que j'avais, c'est celle de savoir. Nous sommes à 25 jours de la clôture de dépôt de candidature pour la présidentielle. Demain, c'est la session qui s'ouvre. Si réellement cette loi devra être mise sur la table de discussion, adoptée à la Chambre basse, le Sénat adopte, promulguée, publiée par le chef de l'État, si réellement nous adoptons cette loi, mais qu'on clôturait déjà les dépôts de candidature, c'est comme ce que je venais de dire sur Matata, parce qu'il y a un parti qui se dit victime de cette loi, parce qu'on attaquerait, je suis dans les conditionnels, leur président. L'ensemble se plaignait déjà qu'on cherchait à écarter Katumbi par rapport à cette loi, soi-disant qu'il serait étranger. Je suis dans les conditionnels, qu'il serait étranger. Alors, ma question c'est celle de savoir, 25 jours nous restent pour clôturer les dépôts de candidature. Et si on venait adopter, cette loi après et qu'il fallait rejeter certaines candidatures, vous ne voyez pas ce que ça peut donner par rapport à la gestion du processus qui connaît déjà des problèmes. La CENI est taxée de tous les maux. Et peut-être que ça ne sera pas la faute de la CENI, mais vous ne trouvez pas que c'est ce que ça peut faire dans la tête des Congolais? Messieurs les journalistes, je comprends votre crainte et je suis persuadé maintenant que cette loi est entrée dans les têtes des Congolais. Parce que lorsque vous posez la question, je sens les soucis que vous avez. Mais seulement, je vais vous dire une chose, que la loi, on ne légifère pas pour le passé. On légifère pour l'avenir. L'avenir. Et lorsqu'on prépare un projet de loi, on ne le prépare pas parce qu'il y a élection en République démocratique du Congo. Parce que ce n'est pas la première fois que les élections sont organisées. Il y aura ces élections de 2023. Il faut savoir aussi qu'en 2028, il y aura aussi élection. Donc, c'est un cycle qui a déjà commencé et nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Oui. Et cette loi, si elle n'est pas votée pendant cette législature, c'est ce que j'ai dit, j'ai invité même le député à le faire. Oui. Et ça sera fait même pour la législature prochaine. Donc, c'est une loi déjà qui est déjà en chantier et elle sera votée et promulguée. Dire que si il nous reste 25 jours, c'est comme si cette loi était préparée uniquement pour cette séance électorale. Non, c'est une loi impersonnelle. Et ce n'est pas une loi qui était préparée pour écarter le président de l'ensemble pour la République, comme les gens le racontent là. Et je vous dis aussi, nous devons aussi demander quand même aux Congolais, et puis dire aux Congolais que toute personne est remplaçable. Toute personne est remplaçable. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, oh non, voilà, il y a Matata Pogno, il y a ceci, il y a cela. Dans ce pays, je vais vous dire une chose, qu'il y avait, celui qu'on a appelé l'opposant farouche, le sphinx de Limité, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Dans ce pays, il y a des gens qui pensaient qu'Étienne était éternel dans ce pays. Et les gens, et tous ceux qui se faisaient, les gens se référaient toujours à Étienne Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous n'avons pas Étienne Tshisekedi. L'UDPS existe. Il a quand même inculqué sa façon de voir les choses. Nous n'avons pas Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, son fils a pris le pouvoir. Il est en train de continuer les combats de son père. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous ne devons pas focaliser un combat sur des individus. Nous devons parler sur les idées, nous devons parler sur la vision, nous devons parler. Parce que Moïse Katumbi, dont il est question dans l'ensemble pour la République, aujourd'hui c'est un individu. Je ne le souhaite pas, un jour il finira par passer. Vous comprenez? Est-ce que l'ensemble va disparaître ou pas? L'ensemble pour la République va rester. Parce que dans l'ensemble, il y a de jeunes gens qui ont 30 ans, qui ont 18 ans, qui ont 22 ans. Et il y a d'autres qui adhéreront encore. Et dans ce regroupement politique, oui, il y a aussi des têtes. Il y a entre autres, il y a de Olivier Kamitatou, il y a de Francis Kalombo, il y a de Christian Mondo. Il y a beaucoup de gens dans l'ensemble pour la République. Alors, avec toutes ces têtes-là, on ne peut pas se limiter à dire seulement que non, la loi là, c'est seulement pour Moïse Katumbi, mais le jour que Moïse ne sera pas là. Donc cette loi-là va tomber en désuétude. Donc la loi là, elle ne vise personne, elle ne vise pas Moïse Katumbi, et puis elle n'est pas venue uniquement pour ces élections ici. Les élections, nous en aurons toujours. C'est une loi qui est vraiment impersonnelle. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais il y a l'initiateur ou la personne qui a proposé cette loi, Noël Tchani, lors d'une interview dans un journal de la place, il a demandé aux députés et aux sénateurs de s'approprier cette loi, alors que nous savons que la session, c'est déjà pour demain, comme vous venez de le dire. En fait, c'est par là que certaines personnes se posent des questions. Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette loi? Parce que quand il fait une interview à 2 jours de l'ouverture de la session et demande aux députés et aux sénateurs de s'en approprier, vous voyez un peu ce qui craint ces différents regroupements qui se disent visés par la dite loi. Messieurs les journalistes, comprenez d'abord que Monsieur Noël Tchani, c'est un politicien comme tous les autres. En dehors d'être politicien, il est aussi congolais. Pour ceux qui savent comment le mécanisme de la promulgation d'une loi se passe, ils savent qu'avec le délai, s'ils font recours au délai par rapport aux élections en cours, ouais, cette loi-là ne sera pas d'application. Pourquoi? Parce que cette loi doit être discutée à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on va discuter de cette loi à l'Assemblée nationale, elle sera renvoyée au Sénat. Au Sénat. Le Sénat va faire ce qu'on appelle la deuxième lecture de cette loi et renvoyer la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale prendra cette loi pour renvoyer au niveau de la présidence de la République. Et le président de la République ne va pas promulguer une loi sur laquelle il n'y a pas un avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez un peu le mécanisme. Donc c'est pour dire que ça ne sert à rien que les gens se précipitent pour dire que cette loi sera votée pour les élections ici. Non, c'est un processus qui va prendre du temps. Donc c'est une loi qui sera parmi les lois de la République démocratique du Congo, mais qui sera appliquée pour les échéances prochaines. Pour le moment, nous devons d'abord faire avec les lois que nous avons. Parce qu'on ne peut pas légiférer, parce qu'on prépare. Non, on ne change pas les règles du jeu pendant que le match a déjà commencé. Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est une loi qui est déjà dans la tête des Congolais, que cela soit voté ou pas voté, mais au moment où les électeurs iront aux urnes, ils vont appliquer cette loi eux-mêmes, sans que personne leur demande de le faire. Vous comprenez? Parce qu'ils ont déjà avalé cette loi et ils ont déjà intériorisé. Lorsque Noël Tchani demande aux députés et sénateurs de s'approprier de cette loi, ça ne veut pas dire que vous devez voter cette loi demain. Non.
C'est pour dire tout simplement que même si vous ne le faites pas pendant cette législature, mais appropriez-vous de cette loi, pensez au moins à sécuriser les postes de responsabilité ou de souveraineté pour la République démocratique du Congo. C'est ça sa demande dans tout ça. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup d'être là pour nous, parce qu'à chaque fois que nous vous appelons, vous répondez présent. Chez nous, ça nous fait énormément plaisir, parce que nombreux désistent, ils confirment, mais en fin de compte, ils ne viennent pas. C'est pour nous un grand honneur de vous avoir sur ce plateau. Vous qui nous avez suivis de partout, nous vous disons merci, vous nous avez pris en cours. Allez nous suivre sur YouTube, Fondation Maloua Télévision. Je dis merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Rabi Fouka et mon ami Junior Santos. Je me suis toujours demandé, Congolais, n'a pas prénom Balé, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est un caméraman avec qui nous travaillons. Je vois à la régie finale Don Benjamin. Moi, je l'appelle Tonton Benj. Merci beaucoup et on se retrouve demain sur ce plateau avec des invités. Il y a Papa Djamani qui soutient qu'en 2023, nous n'aurons pas des élections. Et il y a M. Eric Bila du Sénarc qui nous dit que coûte, en 2023 et le 20 décembre, nous aurons des élections. Demain, 13h15, nous serons en direct avec nos deux invités dans le cadre de cette grande émission, Grande Analyse. On se retrouve demain. Bye bye.